mec qui s'appelle Xavier Davalmaison. C'est un bonhomme caché, les spirales Dans les serpents. Non, les dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est crade, je monte pas dedans. Ouais. La littérature au-dessus de tout. J'aurais vécu mon enfance dans un univers peuplé de livres amoncelés dans toutes les pièces. De ma place à la table familiale, enserrée dans un meuble bas, j'ai eu sous les yeux ces ouvrages reliés que Gallimard mettait en vente autrefois, en même temps que l'édition brochée. Cet enfant que vous fûtes, Olivier Barrault, est aujourd'hui devenu l'écrivain, auteur de livres caressés du regard, feuilletés de la main, annotés du crayon. Ce 29 mars 2022, le public venu à votre rencontre, la médiathèque Valais de Saint-Maurice et moi-même sommes heureux de vous recevoir. Permettez donc un merci chaleureux puisque vous avez accepté de quitter Paris pour venir partager un moment avec nous. Olivier Barrault, vous êtes né en 1948 à Boulogne-Billancourt. Votre enfance est marquante. Dieu sait combien le planisphère disposé sur un mur de ma chambre d'enfant a pu éclairer mes premières années de conscience et déterminer mon existence d'adulte. De là, sans doute, ajoutez-vous, ce goût d'être loin et seul, souvent, de plus en plus, et le désir de saisir, de d'écrire. 1975, diplôme de l'Institut d'études théâtrales de Paris 3, vous soutenez une thèse de doctorat ès-lettres anglaise en histoire de l'art sur le cinéma documentaire britannique. Amateur au sens premier du mot, de littérature et de voyage, toujours en chemin du cinéma à la télévision, de la chronique au livre, votre parcours ne cessera plus de s'enrichir. J'entrais sans heurts dans la vie professionnelle à l'âge de 20 ans. Je suis devenue journaliste professionnelle à la quarantaine, métier longtemps pratiqué par mon père qui avait déjà disparu quand je suivis ses traces. J'ai écrit dans des journaux, animé des programmes de radio, surtout produit et présenté des émissions de télévision. Vous avez été conseiller artistique du Festival de Cannes, acteur à vos heures, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez enseigné également le cinéma et le théâtre à l'Université de Montréal et la littérature à l'Université de New York. Enfin, vous êtes l'auteur d'une 50aine d'ouvrages sur la littérature, le théâtre, le cinéma, ainsi que de récits plus personnels. Sur le papier, sous votre plume, la mémoire prend la parole et mêle vos pas à ceux des autres. Labyrinthe où s'en mêle votre histoire et celle des lieux qui rêvent et qui inspirent, habités par tous les visages et les voix, certes devenues silencieuses, mais qui, direz-vous, nous assaillent sans précaution. Un paysage se révèle, un instant se prolonge, une page se tourne et nous voici désarçonnés, bouleversés, altérés. Confidence qui résonne presque en écho à celle de Patrick Modiano dans Rue des Boutiques Obscures. Je crois qu'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que l'on capte si l'on est attentif. Dans Boréal, récit autant rêvé que vécu d'une affinité avec la Suède, publié en 2019, vous évoquez de ce pays le froid, le blanc, le silence, et vous écrivez « Noël est passé, mais on n'a pas encore retiré les décorations et les banderoles de fête. Seule la neige de la route a commencé de fondre. La haute église de briques, évidemment, n'offre que portes closes et stalactites. J'arrête le moteur. Une unique sonorité me parvient, le croassement des corbeaux. Me reviennent ces mots de ma mère il y a si longtemps. Tu n'aimes que les choses sinistres. Elle m'avait lu Nils Holgersson de Selma Lagerlöf dans une édition illustrée en couleur, d'où provient peut-être aussi mon attrait de toujours pour cette région du monde. Vous écrivez dans Le Fils perdu « Pourquoi, dès ces années d'adolescence, me suis-je persuadée que la vie idéale consistait à se partager entre deux pays, entre deux cultures, deux langues, que de la transhumance entre deux villes familières proviendrait un moindre mal-être, comme si l'angoisse qui m'a toujours habitée
devait s'en trouver divisé par 2. Alors aujourd'hui, je vous demande si vous avez trouvé une réponse. Et en quelques mots, Olivier Barrault, qui êtes-vous donc? D'abord, je suis tout à fait étonné d'une part et heureux de l'autre de votre présence. D'abord de l'invitation dont j'ai fait l'objet par les soins de Geneviève, plus généralement d'ailleurs par un certain nombre de personnes qui travaillent ici à Saint-Maurice. Et mon étonnement ne tient pas tant au fait qu'on m'ait convié, ça m'est déjà arrivé, mais c'est que cette demande, cette invitation proviennent d'une structure modeste. Ce n'est pas une immense université, ce n'est pas un centre culturel international, etc. C'est une petite collectivité, mais qui fait un travail dont j'ai pu juger depuis quelque temps, puisque je me suis bien sûr intéressé à Saint-Maurice en général et à ses institutions de l'autre. Vous faites un travail formidable et j'ai été étonné, je dois dire, que votre attention ait été attirée sur mon propre cas. Je ne vais pas pratiquer exagérément la fausse modestie, mais je veux dire que j'ai été étonné de cette invitation, étonné et touché, parce que je sentais que ça venait d'une adhésion, d'un intérêt pour ce que je peux faire, ce que j'ai pu faire, très sincère et très intense. J'ai donc bien sûr dit oui, et je vois que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à avoir manifesté ou à manifester votre curiosité à l'endroit de ce que je peux essayer de dire ou de faire. J'ai vérifié aussi hier, mais on s'était déjà entretenu par Internet, par emails avec Geneviève. Elle a fait, pour préparer cet entretien, un travail que je crois que personne à ce jour n'a même entrepris, une espèce comment vous dire, de radiographie critique au meilleur sens du terme bien sûr, de radiographie j'allais dire de ma vie, mon œuvre. Bon, je vous assure que je n'ai pas tendance en général à me mettre à ce point en évidence, mais Geneviève a fait un travail que j'ai vu, sinon j'ai lu, qui est très impressionnant et très touchant, dans la mesure où effectivement, j'allais dire, elle s'est tapée tous mes livres. Bon, lourde tâche, parce qu'il en est quelques-uns dont je ne rougis pas du tout, notamment les derniers d'ailleurs, qui sont ici même. Là encore, le choix est très bon. Ça, non, j'irais même jusqu'à les revendiquer. Mais certains qui sont beaucoup plus anciens, qui sont des travaux plus documentaires, des travaux de recherche, des travaux d'histoire, etc., bon, il est peut-être des lectures plus folâtres que celle-là. Eh bien, Geneviève s'y est quand même adonnée. Et elle a rempli force carnets, cahiers, feuilles, etc., de notations pour explorer cet univers qui est le mien. Alors, répondre à la question que vous me posez sur qui je suis, franchement, je ne m'intéresse pas à ce point-là, et au point des... Je ne saurais pas dire. Je me sens tout à fait journaliste, c'est vrai, même si c'est une activité, un métier que je n'ai commencé de pratiquer qu'à l'âge de 40 ans. Donc j'avais déjà une certaine expérience de la vie professionnelle. Mais c'est très exactement ce qui me convient. Le journalisme, ce n'est pas seulement une pratique, c'est une façon d'être. C'est une curiosité, c'est le goût de la comparaison. Le goût comme il existe des littératures comparées, mais le journalisme, c'est comparer, essayer d'étalonner, chercher une forme de vérité, ou en tout cas de réalité, essayer de la transmettre. C'est un transmetteur, le journaliste, un peu au même titre que les enseignants d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs, me semble-t-il. C'est un détour de l'esprit, c'est une façon d'être, voilà. Alors, tout ceci peut passer par toutes sortes de... Le journalisme se pratique par, encore une fois, toutes sortes de médias. On peut écrire dans les journaux ce qui reste de la presse écrite, on peut faire de la télévision, pratiquer les réseaux sociaux, écouter la radio, produire des émissions de radio, etc. Mais tout participe, à mon avis, de la même démarche qui est d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, d'essayer d'aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs. C'est la formule que je me permettrais d'utiliser pour me qualifier. Moi, j'aime bien aller voir ailleurs, au propre et au figuré.
J'ai voyagé toute ma vie, je suis allé partout, et j'ai touché à différentes activités artistiques, parce que j'avais envie d'aller voir ailleurs, précisément, et de sortir de canaux trop balisés. Voilà. Bon, et puis la littérature, j'ai tellement questionné et fait parler les écrivains, les vrais écrivains, qu'au bout d'un moment, cette espèce d'envie que j'ai toujours eue de prendre la plume est devenue peut-être une nécessité, et maintenant, oui, une activité sinon à plein temps, mais une activité pour moi essentielle. Et maintenant, les derniers livres que j'ai écrits, me semble-t-il, ressortissent à la littérature. Donc je devrais pouvoir, dans quelque temps, me revendiquer écrivain. Mais j'y suis pas encore tout à fait. Et juste une chose, croyez bien que distraire de mon emploi du temps une journée pour venir à Saint-Maurice, c'est très facile, ça me fait plaisir, et c'est pas du tout un effort surhumain. Surtout que ça se fait dans de très bonnes conditions grâce à nos amis IES qui m'invitent. Donc, restons simples. Hein. Il n'y a pas d'héroïsme à venir à Saint-Maurice, même quand on habite comme moi à Paris sur la rive gauche. Alors, vivre, lire, écrire, voyager, tel est le projet. Votre œuvre témoigne d'une constante curiosité et est toute tissée de vos passions, parmi lesquelles les voyages, la littérature, le cinéma, univers riche de 1000 références où se croisent et coïncident vos souvenirs personnels. Les pays visités, les livres lus, les personnalités rencontrées, les films aimés. Désirant retrouver les traces de votre grand-mère maternelle, née à Attaki, dans la lointaine Bessarabie, alors russe, vous accomplissez, Olivier Barrault, un voyage à travers cette Europe du milieu. Étonnante carte de l'Europe nouvelle, léguée par la défaite du Reich et l'immédiat affrontement entre Washington et Moscou, vainqueurs et alliés, et dont le point le plus symbolique est Berlin. Voyage mental, écrirez-vous, historique, littéraire, artistique, qui nous conduit à la publication en 2015 de Mittel Europa. Le goût du voyage vous est venu très tôt dans l'enfance. Un planisphère mural aura largement déterminé mon existence. L'Europe est scindée en 2 blocs séparés par un pointillé noir imprimé en gras, le rideau de fer, expression de Churchill, m'apprend-on. Tomber, sévère après la fin des combats. Le franchir, possible, mais pas très facile. Formalité fastidieuse. Je ne connais qu'un peu d'Angleterre, de Suisse, d'Italie, de Belgique, de Hollande, pas d'Espagne franquiste ni d'Allemagne. Et je ressens l'attrait de cet Orient condamné de l'Europe, au point de vouloir m'y rendre malgré la glaciation stalinienne qui y prévaut. Vous qui dites, Olivier Barrault, chaque voyage est l'occasion d'abandonner une parcelle de notre étroitesse originelle. Que pensez-vous de ce propos d'André Malraux? C'est l'obsession d'autres civilisations qui donne à la mienne, et peut-être à ma vie, un accent particulier. Oui, je ne suis évidemment pas Malraux, mais cette citation me paraît très juste, et en tout cas, je me l'applique à moi-même, je crois à juste titre, c'est-à-dire que Malraux a toujours été, on peut dire, fasciné par le comparatisme. Il a écrit à ce sujet des textes qui sont d'ailleurs en fait extrêmement compliqués, pas simples à comprendre, vraiment pas, et dont je ne suis pas certain qu'ils aient une vraie valeur scientifique. Ça n'est pas un ethnologue, André Malraux, c'est un romancier, c'est un écrivain. Ce qui rend encore une fois un peu opaque quelquefois le fond de sa pensée. Mais s'il est une chose qui ne saurait lui être reprochée, c'est sa curiosité de toujours, à l'endroit d'un certain nombre d'ailleurs, et en l'espèce, dans le cas de Malraux, les cultures orientales. Vous vous souvenez sans doute de cette expédition qu'il mène quand il a une vingtaine d'années au Cambodge avec un ami à lui, ami que j'ai connu d'ailleurs, dans une vie antérieure, qui était un très vieux monsieur mais charmant. Et vous savez qu'il se rend sur le site d'Angkor, qui à l'époque n'a absolument pas été réhabilité par les archéologues français d'ailleurs, et il dérobe des éléments de sculpture des temples enfouis sous la végétation à Angkor. Bon. Ce qui est d'une absolue stupidité,
outre que c'est moralement scandaleux. Donc il va tenter d'exporter tout ça depuis le Cambodge, et il va se faire arrêter, il sera emprisonné en France pour ce vol de pièces de civilisation khmer. Il sera très vite libéré d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, il a déjà, malgré son jeune âge, une très grande réputation et beaucoup d'amis. Mais au-delà de ce trafic lamentable et très condamnable qui est celui auquel il se prête, qui finira évidemment par regretter, il y a chez lui un questionnement de ce qu'est l'Orient qui reste quelque chose de tout à fait fascinant. Son questionnement est fascinant. Sa manière d'aborder ce versant-là de notre planète, le versant donc de l'Orient et de l'Extrême-Orient en l'espèce, c'est tout à fait fort, tout à fait riche, et d'ailleurs il l'évoque aussi dans ses romans, et en particulier dans La Condition humaine et dans Les Conquérants. L'Orient, je crois, est pour lui crucial, fondamental, c'est de là que tout part. Moi, ça n'a pas été l'Orient, même si je le connais convenablement. Ce sont d'autres zones géographiques, et effectivement, cette partie orientale de notre continent, qui, quand j'avais l'âge de commencer de voyager, vers 15-16 ans, était non pas interdite, ça n'a jamais été interdit, on pouvait facilement se rendre en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Roumanie ou en Bulgarie. Il suffisait simplement d'être patient, de demander le visa auprès des ambassades de ces pays, dans mon cas à Paris, et on les obtenait. D'autant qu'il n'y avait pas foule pour se rendre à Budapest en 1966, comme je l'ai fait, ou à Prague en 1965, en plein hiver. Bon, on était même considéré, j'y allais avec un copain de l'époque, dans les consulats des pays en question à Paris, on nous regardait avec un drôle d'air. Mais on nous octroyait les visas. Et nous n'étions ni lui ni moi membres des jeunesses communistes ou affiliés d'une manière ou d'une autre à un parti politique, pas du tout. On avait simplement l'idée que cette partie de l'Europe, partie orientale de l'Europe, bornée de fait par un rideau de fer matériel, je l'ai vu et je l'ai franchi maintes fois. Bon, celui dont parlait Churchill, le rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe. Cette partie de notre continent, c'était des lieux où on ne se rendait pas, ou très peu, surtout quand on était des gamins de 15 ans qui voyageaient avec rien, un sac à dos, qui avait un peu d'argent venu que nos parents nous prêtaient, ou nous avançaient plus exactement, et il n'y avait pas de tourisme dans ces années-là, ou très peu, et s'il y en avait, c'était des tourismes, des visiteurs venus d'autres pays de la fameuse Europe de l'Est. C'était des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains, mais des jeunes types venus de France, il y en avait très peu. Bon. Mais en même temps, on n'avait absolument pas peur, il n'y avait pas lieu, les gens étaient extrêmement gentils avec nous, un peu étonnés de nous voir, de nous croiser, de se rendre compte qu'on venait de Paris, etc., mais bienveillants, puis au fond très en demande d'autre chose que ce qui leur était diffusé par la radio et la télé de propagande, marquée par l'Union soviétique à l'époque. Donc aucun héroïsme là-dedans, mais une curiosité alors intrinsèque qui fait que j'ai effectivement beaucoup fréquenté l'Europe de l'Est, les Europes de l'Est, les contrées de l'Est, et j'ose le dire, moi j'ai énormément aimé ça. Non pas tant le régime où bon, les habitants de ces pays étaient, pour beaucoup d'entre eux, dans des situations difficiles, contraintes, avec une propagande terrible, le poids du Parti communiste et par-dessus tout derrière de Moscou. Mais en même temps, il y avait une chaleur formidable, nous, ça nous a beaucoup intéressés, et j'ai beaucoup écrit là-dessus après, parce que j'aimais bien cette idée que, et je continue de la développer et d'y croire, c'est que tous les pays sont intéressants, il n'y a pas d'exception. Tous, sans aucune exception, ont quelque chose à nous dire, pour peu qu'on soit à l'écoute et qu'on soit curieux. Et moi, je ne dirais pas que je vois autant d'exotisme à Liège, en Belgique, que j'en vois dans les îles Cook du Pacifique Sud, mais ça m'intéresse quasiment autant d'aller explorer les pays de notre continent que d'aller au bout du monde, comme je l'ai fait tellement de fois, découvrir un peu d'exotisme. Tout est intéressant. Tous les gens, tous les êtres humains, sans aucune exception, sont intéressants à mes yeux. Et j'ai fait ça, enfin, j'ai vérifié cette conviction pendant toute ma vie. J'ai essayé de l'écrire dans quelques ouvrages.
Alors, évoquant la publication de Mittel Europa, vous écrivez « Depuis des années, je songe à ce livre, des dizaines d'articles ordonnés, des centaines, oui, je crois bien des centaines, d'ouvrages assemblés sur l'Allemagne, sur le nazisme, la collaboration, Vichy, la Shoah, la résistance. Dans cette bibliothèque qui ressemble désormais à une librairie, l'Allemagne et les thèmes connexes constituent, et de loin, le sujet le plus représenté. Je ne puis plus différer l'entrée en scène directe du principal protagoniste de cette vaticination continentale. » Et vous ajoutez « 3 forts volumes sur ma table, un dictionnaire du monde germanique, des mémoires allemandes, équivalent des lieux de mémoire de Pierre Nora pour l'Outre-Rhin, et l'histoire de l'armée allemande de Jacques Benoît, Méchine, 2 tomes, 2200 pages. » Frédéric Ozeri, grand historien d'art, a élu en 1992 prix Nobel de l'art, et dont la carrière s'est déroulée en marge de l'université et des coteries des musées. Parlant de ses recherches, écrit dans son autobiographie « J'avoue m'être trompé », cette activité, je la menais tout à fait égoïstement ou solitairement au milieu de mes livres et de mes notes, car je suis ce qu'il est convenu d'appeler un chercheur atypique. Je n'ai jamais fréquenté les bibliothèques où tout est motif à distraction, où l'on se noie dans la marée de l'imprimé. Comment s'est déroulé à vous votre travail d'écriture entre recherche, lecture et puis recréation imaginaire? Pour moi, il y a une différence assez significative entre les travaux que j'ai pu mener, et qui sont des travaux plutôt de recherche, d'histoire, des travaux encyclopédiques, etc., tout ce que j'ai pu écrire sur le cinéma ou sur le théâtre, et Dieu sait si j'en ai produit, et souvent avec un ami plus qu'intime, hélas disparu, nous écrivions ces livres à 4 mains, on en a encore une fois produit beaucoup. Là, mon implication personnelle dans ces travaux, elle existe tout à fait, notamment tout ce qu'on a pu écrire sur les acteurs et sur le théâtre, parce que c'est des domaines que je connais, je crois, convenablement et que j'apprécie infiniment. Mais ça n'a rien à voir avec les textes plus personnels, qui sont des récits presque romanesques que j'ai pu publier depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années, disons, et qui sont certainement ce que je vais poursuivre, parce que c'est ce qui me paraît aujourd'hui la nécessité. Je ne dirais pas l'urgence, je dirais la nécessité plutôt. Et là c'est une activité extrêmement solitaire. Moi j'ai toujours aimé, Dieu sait que j'ai voyagé, mais j'ai pratiquement toujours voyagé seul. En dehors de ces quelques voyages de l'adolescence avec cet ami dont je viens de parler en Europe de l'Est, le reste du temps j'ai presque toujours été seul. Et ça me va très bien. Ça ne me dérange en aucune façon, au contraire. Et l'implication égotique, si je puis dire, subjective, dans ces derniers ouvrages, ceux qui sont effectivement présents là pour la plupart, là c'est vraiment un travail d'intériorisation. Alors que lorsque j'écris sur les acteurs ou sur la mise en scène de théâtre ou sur la littérature, etc., c'est plutôt de l'extériorisation. C'est-à-dire que j'essaie de rendre appréhendable, compréhensible, un savoir que j'ai découvert pour mon propre compte et qu'encore une fois j'essaie de répandre. Donc c'est un geste vers l'extérieur. Quand il s'agit d'ouvrages plus personnels, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le monde qui m'entoure qui se retrouve partiellement dans les pages que j'écris. C'est tout à fait autre chose. C'est le convexe et le concave. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est une intériorisation. C'est une façon de sortir, d'essayer de dire ce qu'on est. Ça m'est pas venu facilement. C'était pas ma pente. Puis j'aime pas trop dire j'aime pas trop parler de moi. Je suis en train de vous démontrer le contraire, mais enfin peu importe. C'est l'objet, mais c'est quand même la vérité. Je suis pas bon, c'est comme ça. On a tous nos pudeurs, nos réserves. Bon. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Si on écrit, c'est aussi pour être lu. Bon, autrement dit, pour
prendre contact avec un lecteur qu'en général, évidemment, on ne connaît pas. Bon, on en connaît quelques-uns, mais évidemment, ça ne fait pas le tour de la question. Donc c'est une espèce de... On est obligé de se considérer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, à travers les grandes entrées qui sont propres à chacune et à chacun d'entre nous. Une grande partie de ce que nous sommes à l'âge adulte provient évidemment des années d'enfance. Je crois qu'on demeure l'enfant qu'on a été à travers toute notre existence, y compris quand on atteint des âges avancés. L'aspect fondateur, structurant, définitif de l'enfance, l'éducation, etc., les choses heureuses comme les choses malheureuses qu'on a pu connaître, tout ça nous fait ce que nous sommes. Donc le retour à l'enfance, au passé, à l'ailleurs, ce qui est ma pente, comment faire autrement? J'essaie de faire ça, de répondre à cette espèce de pulsion intérieure qui est assez forte, pas tout le temps, mais parfois, et qui vous fait prendre la plume. Mais c'est vrai aussi, je pense que les compositeurs de musique ressentent exactement la même chose, comme ça, une espèce de, tout d'un coup, de pulsion qui fait qu'on y va, finalement. C'est vrai pour les sculpteurs, c'est vrai pour les cinéastes, pour les architectes, pour tous ceux qui pratiquent la création artistique, disons. Alors vous évoquez l'enfance avant de poursuivre sur Mittel Europa. J'en viens à ce très très beau livre que vous avez publié en 2012 et qui s'intitule « Le fils perdu ». Mémorial empreint d'un père absent et finalement beaucoup plus présent depuis sa mort qu'au cours de sa vie, chronique d'une carence, manque banal et cependant douloureux, apologie d'un effacement volontaire, d'un refus de toute trace. Vous qui avez beaucoup, longtemps attendu un signe ou des mots de votre père, vous tentez par ce livre, Olivier Barrault, d'arracher au silence une blessure tenue secrète. Modiano disait « Écrire un livre, c'était aussi pour lui lancer des appels de phare ou de signaux, de morse à l'intention de certaines personnes dont il ignorait ce qu'elles étaient devenues. » Pouvez-vous, Olivier Barrault, évoquant le titre de cet ouvrage, Le fils perdu, nous parler de ce père qui marquera à sa manière votre parcours? C'est l'histoire d'un malentendu. Je pense que si j'écrivais ce livre aujourd'hui, une dizaine d'années après sa publication, je pense que je modifierais des choses. Parce que à replonger comme cela dans un passé déjà lointain, il me vient que je me suis peut-être trompé finalement. J'ai peut-être pas compris. Je pense que j'ai pas compris. C'est pas une affaire d'imbécilité hein, ou non, c'est pas ça. C'est que j'ai pris pour une différence ce qui était une ressemblance. J'ai l'impression que cet homme qui m'a donné la vie, que je lui ressemble infiniment plus que je ne le croyais, et que c'est cette ressemblance qui nous a maintenus assez éloignés l'un de l'autre. Ça a l'air d'un paradoxe, mais ça n'en est pas un du tout. C'est-à-dire que je me rends bien compte aujourd'hui que les choses qui ont revêtu, ou qui revêtent pour moi de l'importance, vraiment, c'est les mêmes que celles qui étaient importantes pour lui. Mais mon père était un homme muré dans le silence. Ça existe, ça, vous connaissez certainement autour de vous des hommes ou des femmes qui ont du mal à exprimer des choses, des sentiments, des ressentis, des souvenirs, et qui préfèrent le silence. C'est tout à fait respectable, il n'y a pas de jugement à porter à ce sujet. Mais moi, j'avais pour mon père une admiration implicite considérable. C'est un type très impressionnant, de par ce qu'il avait fait, et même, je dirais, de par sa présence physique. Et je me rends compte que cette espèce de, oui, comme le rappelait Geneviève en me citant, sauf erreur, la prégnance de ce que sont ces 4 années noires de l'histoire de France, que sont les années de la défaite, puis de la collaboration, tandis que se déroulait la Shoah,
qui sont effectivement des sujets que je connais très très bien et sur lesquels j'ai des milliers de livres, je peux dire. Mon père avait combattu le nazisme dès la défaite, dans ce qu'on a appelé en France la résistance. Et il n'en parlait jamais, jamais. Il ne m'a jamais rien dit de ce qu'il a fait. Le peu que je sache, je l'ai appris dans les livres à son sujet ou par des amis qui, eux, me racontaient des choses. Des amis de mon père, s'entend. C'est une situation très malaisée, en fin de compte, parce que lui était muré dans un silence qui était celui de la pudeur et de la... Oui, il considérait qu'il avait fait ce qu'il fallait, ce qu'il devait faire, il avait fait son devoir, et que il n'y a pas de raison qu'on vous remercie d'avoir fait votre devoir. Puisque c'est un devoir, la moindre des choses, c'est de l'exécuter. Bon, c'est une position qui n'est pas sans noblesse, mais qui n'est pas donnée à tout le monde non plus. Et on est passé à côté. Je ne sais rien de ce qu'il a fait pendant les années de guerre. Encore une fois, je le sais par raccro. Il n'y a plus de survivants. Bon. Je raconte aussi qu'il a choisi un nom qui est celui que je porte. Je n'ai jamais su pourquoi il avait choisi ce nom-là. Je savais pourquoi il avait changé de nom, mais je ne savais pas pourquoi il avait prélevé dans 1 million possible celui qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le mien, nôtre, ma sœur et moi. Bon. Donc c'est au fond, je pense, la traduction d'un manque vraiment ontologique, c'est-à-dire c'est un manque d'être que je ressens à son égard, le sentiment que je ne l'ai pas compris et qu'il ne m'a d'ailleurs pas compris non plus. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Je ne me prends pas du tout pour un cas singulier, c'est très très courant, malheureusement. Mais ça fait le malheur, mais c'est quelquefois aussi du malheur que provient l'expression, si je puis dire. Je pense que écrire, c'est... On n'écrit pas quand ça va bien, on écrit quand ça va pas bien. Ça sert à ça, la littérature, me semble-t-il. Et plus généralement l'art, d'ailleurs. Ça me rappelle cette merveilleuse définition de je ne sais plus qui, à propos de... Il faut mettre un peu de gaieté aussi, quelquefois. C'est une définition des pièces de Racine. Était-ce une définition, d'ailleurs, du théâtre de Racine ou de l'opéra en général? Et je ne sais plus qui a dit l'opéra, c'est l'histoire d'une reine qui a des malheurs. Bon, je trouve ça délicieux. Bon, c'est vrai. Et c'est à la fois magnifique et ridicule, au fin de compte. Bon, ben voilà, je pense que c'est le malheur qui crée finalement. Le malheur est plus fécond pour ce qui est de l'expression artistique que la gaieté et le bonheur. C'est quand ça ne va pas qu'on a envie de dire des choses. Alors votre père, certes, retiré dans cette réserve qui vous a aussi fait souffrir, peut-être pourtant très riche de son parcours, et grâce à lui, vous allez faire des rencontres marquantes. Alors je pourrais citer Truffaut, mais je vais plutôt citer Gérard Philipe. En 2008, après la découverte d'une photographie sur laquelle on voit entre autres votre père, Jean-Pierre Barrault, Jacques Becker et Gérard Philipe, vous décidez, Olivier Barrault, d'écrire un ouvrage consacré à l'acteur né en 1922, il y a 100 ans, et mort en 1959, emporté par un cancer du foie. Comédien et défenseur du livre, homme de gauche et syndicaliste, sans ostentation mais sans faiblesse, surtout ami posthume, écrirez-vous sur la couverture du livre. Et vous ajoutez « Si j'ai envié la prestance et le charme de cet homme vêtu de blanc dans ses rôles emblématiques, Hombourg ou Fanfan, des zones d'ombre sont passées sur le pourpoint immaculé et me sont apparues et insensiblement me l'ont rendu familier. À commencer par le doute de soi, fondateur, éprouvant et stimulant aussi qu'il comblait en partie grâce à la confiance de ses aînés et des maîtres. La certitude ombreuse de pouvoir toujours plus et mieux faire, et donc ne jamais accéder à l'apaisement. Cet homme-là, qu'un père lointain avait approché, en qui je lis le livre de mes propres inquiétudes, il m'arrive de ne l'appeler que par son seul prénom. Quelle est, Olivier Barrault, votre propre définition de l'autorité d'un maître ou d'un ami? L'un n'empêche pas l'autre, hein. Heureusement. Évidemment,
aujourd'hui, le nom de Gérard Philipe perdure encore dans les mémoires peut-être de nos aînés. Moi, je n'ai jamais vu Gérard Philipe sur scène, puisque j'étais très jeune quand il est mort, j'avais 11 ans, etc. Ceux et celles qui ont eu la chance de le voir au théâtre disent que c'était encore beaucoup mieux qu'au cinéma et que la présence de ce type sur un plateau de théâtre était un moment exceptionnel. C'est sûrement vrai. C'est vrai aussi de quantité d'autres acteurs d'ailleurs qui ont disparu et dont on n'a pas forcément de traces par le cinéma. Gérard Philipe conjugue, à mes yeux et aux yeux d'énormément de gens, beaucoup de traits qui en font effectivement un maître, en tout cas une référence. Gérard Philipe n'était pas du tout un enseignant de théâtre. Il avait suivi des cours d'art dramatique, mais il n'a jamais enseigné. C'est le contraire de, je sais pas, d'un Louis Jouvet, par exemple, qui n'est pas de la même génération, mais Jouvet était un très grand acteur, un très grand metteur en scène de théâtre, une très grande vedette de cinéma et un immense professeur au Conservatoire d'art dramatique à Paris. Gérard Philipe a été modelé au théâtre en partie par celui qui a fondé le Festival d'Avignon, qui existe toujours, et qui a dirigé le Théâtre National Populaire, le fameux TNP, qui s'appelait Jean Vilar, et qui lui est un véritable maître, un type à qui j'ai d'ailleurs consacré un livre aussi. Bon, je pourrais vous parler pendant longtemps du travail de Vilar, de sa réflexion théorique, de son travail de metteur en scène, de sa conception du théâtre en plein air, de son idée de ce que doit être un théâtre public, c'est-à-dire un théâtre subventionné. Ce sont des réflexions que je trouve absolument admirables, qui n'ont pas pris une ride, qui sont complètement applicables aujourd'hui. Et pour avoir fréquenté et le Festival d'Avignon et le TNP, le Théâtre National Populaire, à son époque, j'en garde un souvenir indélébile, tellement l'exigence, la qualité, la générosité, c'est des choses absolument magnifiques. Gérard Philipe, c'est un maître à sa manière. Ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un professeur, mais c'est quelqu'un qui a un comportement civique, si je puis dire, qui n'est pas détachable de son activité professionnelle d'acteur. Il faut se souvenir que ce type-là, dans les années 50, c'est la vedette masculine française numéro 1, en termes de popularité, en termes aussi du montant des cachets qui lui sont versés pour tourner les grands films, qui sont les siens, à partir en gros des années de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui est immensément reconnu. Bon. Ça n'empêche pas de prendre des positions politiques extrêmement fermes, des positions de gauche. Ça ne l'empêche absolument pas de se comporter à l'égard de ses camarades d'une façon très originale, très singulière. Il est à la fois la première vedette du cinéma français, vraiment, et il fait partie de la troupe du Théâtre National Populaire, qui est une troupe d'une vingtaine de garçons et de filles, qui sont salariés mensuellement. Gérard Philipe touche au TNP exactement la même chose que des quantités d'acteurs qui n'ont absolument ni sa notoriété ni son talent, mais qui font partie de la troupe. Et c'est ça le principe des troupes de théâtre, c'est que d'une certaine manière, le sort est le même pour tous. Il n'exige jamais que son nom soit mis en tête des affiches avec la distribution, mais au contraire, on pratique l'ordre alphabétique, donc il est plutôt à la lettre P. Il est extrêmement attentif à ses camarades. Il n'y a aucune différence dans le traitement qui lui est administré par rapport à ce qui peut être le cas des autres comédiens. Et d'ailleurs, Vilar, le patron du TNP, et le directeur du Festival d'Avignon, dans lequel Gérard Philipe s'illustre admirablement, lui fait des remarques à lui comme à tous les autres. On a publié les notes de service que Jean Vilar écrivait sur le tableau de service des théâtres dans lesquels se présentait, se proposait la troupe du TNP, notamment le Palais de Chaillot à Paris. Et il fait des remarques à Gérard Philipe il lui dit par exemple, hier soir tu n'as pas bien plié ton costume dans Ruy Blas. Bon, le fait est que Gérard Philipe, après la représentation, avait dû laisser le costume en question dans la loge, enfin je sais pas. Bon.
Mais Villard pousse l'exigence jusqu'à dire à son acteur vedette numéro 1, tu n'as pas bien plié ton costume. Or, ce costume ne t'appartient pas, il appartient à la troupe. Et l'autre dit, tu as raison, excuse-moi. Et il obtempère, et désormais, à partir de cette soirée-là, il va plier son costume de Ruy Blas. Je trouve ça absolument admirable. Voilà. C'est ça un maître. C'est un comportement. C'est pas simplement une doxa, c'est pas simplement une doctrine ou une technique. C'est un comportement moral. Ben, je trouve que voilà, ça a une certaine gueule. 2021, Les voyages de Feininger, publiés aux éditions Gallimard. Vous écrivez, Olivier Barrault, cadrage fixé du nombre. C'est bien dans cette visée que j'ai entrepris ce grand voyage autour d'un artiste, toute digression et d'incident, cercle concentrique l'entourant de près ou de loin. En toute cité de culture germanique où je passe, je me rends si elle en dispose au musée d'art, en quête éventuelle d'une œuvre de Lionel. Comment est née cette fascination pour le peintre, graveur, caricaturiste, auteur de bandes dessinées et photographe germano-américain Lionel Charles Feininger? Je vous montre juste je vous fais passer juste quelques-uns de ses travaux. Voilà. Ça, c'est une vieille histoire pour le coup. Lionel Feininger est effectivement un Américain, né et mort à New York, et dont les parents étaient des Allemands émigrés aux États-Unis dans les années du milieu du 19e siècle. Ses parents étaient allemands, mais lui est tout ce qu'il y a de plus américain. Il y a d'ailleurs une forte minorité d'origine germanique aux États-Unis depuis toujours. Ma découverte de son œuvre remonte à plus d'un demi-siècle. Et plus exactement à 1969. En 69, à Paris, au musée d'art moderne, à ce moment-là, le centre Pompidou n'existe pas, pas encore, est organisée une considérable exposition rétrospective autour de cette école prodigieuse d'Allemagne qui s'appelle le Bauhaus, la maison de la construction, la maison de l'architecture. Le Bauhaus a été fondé en 1919 par un architecte, Walter Gropius, et cette école a un certain nombre de particularités qui sont en particulier le fait que c'est à la fois une école de ce qu'on va appeler le design, c'est-à-dire de l'art appliqué, et c'est aussi en même temps une usine de fabrication de certains de ces objets. Et au Bauhaus, on enseigne à peu près toutes les disciplines. Ça va du masque à la marionnette, de l'architecture à la peinture, du cinéma au théâtre, de la céramique au jardin. Bref, c'est l'abbaye de Thélème, cher à Rabelais, c'est-à-dire que l'enseignement organisé par Walter Gropius est polymorphe. Les disciplines sont enseignées par un duo de professeurs. Il y a à la fois un artiste et un artisan. Gropius affirmant qu'il n'est pas de formation sans les deux acceptions, l'artiste et l'artisan. L'homme de la main, l'homme de la tête, dont les vertus sont exactement les mêmes, doivent être les mêmes. Cette école est une école privée, qui est donc installée à Weimar, et assez étonnamment, en 1919, l'Allemagne devient une république. Le siège du gouvernement est précisément à Weimar, d'où son nom, la République de Weimar. La capitale effective, c'est Berlin, mais le lieu constitutionnel de la Nouvelle-Allemagne, de la République allemande, après la défaite de 18 et l'exil de Guillaume II, c'est Weimar. Weimar qui est par ailleurs la ville de Goethe et de Schiller, c'est-à-dire deux des figures les plus emblématiques des Lumières à l'allemande, de la Aufklärung, c'est-à-dire ce mouvement prodigieux qui essaime à partir de
milieu du XVIIIe siècle, milieu de la fin du XVIIIe siècle, et qui va voir au fond ce qu'on va appeler nous les francophones, les Lumières, essaimer à travers l'Europe, etc. Goethe et Schiller séjournent à Weimar. Et c'est à Weimar que s'ouvre cette école. Et qui Gropius va-t-il nommer comme professeur dans cette école? C'est là qu'on est quand même sidéré par l'extraordinaire exigence et l'extraordinaire qualité, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de Villard, directeur du TNP, qui recrute les meilleurs dans toutes les disciplines du théâtre. Les acteurs, mais aussi les techniciens. Gropius va appeler comme enseignants 3 plasticiens majeurs. Paul Klee, votre compatriote, Kandinsky, russe, Lionel Feininger, américain. Donc déjà, tout est dit. 3 maîtres majeurs, tous venus d'ailleurs. On est dans l'Allemagne de Weimar. Et parmi eux, Feininger, à qui est déjà, il est né en 56, il est né, pardon, en 71, en 71. C'est dire que c'est plus un gamin en 1919. Et il s'est déjà révélé à travers les différentes disciplines qu'il pratique. Feininger va enseigner la gravure sur bois et la photographie, dont il devient au long de sa vie un expert magnifique. Deux de ses fils sont eux-mêmes photographes. Et c'est un professeur, semble-t-il, exceptionnel. Une qualité d'écoute, une qualité de mise en confiance des élèves, etc. Bon. Et puis il a son œuvre à lui, de peintre, de graveur, de dessinateur, etc. Et à l'exposition de 1969 par laquelle j'ai commencé, au Musée d'Art Moderne à Paris, on est donc 50 ans après la création du Bauhaus, cette exposition rétrospective montre, sinon la totalité, mais un échantillonnage extrêmement étendu des œuvres produites par les maîtres et leurs élèves, dont certaines vont devenir des objets industriels qui vont être vendus, qui vont être recopiés, etc., édités et vendus par le Bauhaus. Et je circule dans cette très vaste ce musée très étendu, au bord de la Seine, avec très belle lumière, etc., et je découvre des œuvres d'un certain nombre des gens que j'ai cités, puis de beaucoup d'autres. Il faut savoir aussi que le grand professeur d'architecture au Bauhaus n'est autre que Mies van der Rohe, allemand, à qui les États-Unis doivent tellement sur le plan architectural, puisque c'est une ville comme Chicago, par exemple, et New York aussi en partie, doivent ce qu'on appelle leur skyline, c'est-à-dire cette espèce d'alignement prodigieux de buildings de 150 étages, à des créateurs venus d'Allemagne, dont Mies van der Rohe, qui va quitter l'Allemagne nazie pour s'installer à Chicago. Et tout ça est présenté très bien à Paris. Et parmi les œuvres que l'on peut regarder de près, je vois des tableaux de ce Lionel Feininger qui m'est méconnu, qui m'est même complètement inconnu. Il reste d'ailleurs assez peu connu par rapport à Klee ou à Kandinsky. Et là, j'ai reçu un grand coup sur la tête, alors pour le coup, devant sa représentation de la ville, des personnages, de l'architecture, des villages, des petites églises, etc. Je suis complètement enthousiasmé par ça. Je le suis toujours autant 50 ans après, 53 ans après. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'en savoir plus sur lui. Ce qui, en France en tout cas, n'allait pas de soi, parce que d'abord, il n'y avait pas de livre en français sur Lionel Feininger. Il était temps que j'arrivasse. Alors qu'il est extrêmement célèbre aux États-Unis et en Allemagne, présent dans tous les musées d'art moderne, en France, très peu de choses. Même au musée, enfin au Centre Pompidou, il y a très peu de choses. Elles ne sont d'ailleurs pas exposées en permanence. Et voilà, et ça a été le début d'une amitié, si j'ose dire, posthume là encore, parce que j'ai essayé de voir le maximum d'œuvres de Feininger aux États-Unis, où j'ai enseigné pendant des années, où je vais tout le temps, qui est le pays que je connais le mieux après la France. En Allemagne, un peu partout, et j'ai fini par, je crois, bien connaître et reconnaître son œuvre, notamment l'œuvre allemande, puisqu'il y a beaucoup de musées en Allemagne qui l'exposent, à Cologne en particulier, au musée Ludwig, ou à Halle. Et
Et à travers lui, c'est l'histoire du siècle. Et il rejoint, ou il me fait rejoindre cette quête, je ne dirais pas obsessionnelle, mais fondamentale, autour de ce qui s'est passé à l'époque du Troisième Reich. Car tout se retrouve. Évidemment, le Troisième Reich n'allait pas supporter longtemps qu'un établissement comme le Bauhaus pratique la libéralité, propose à ses élèves de se lancer, de s'exprimer, de se sentir libre, de créer dans tous les domaines. C'est évidemment le contraire même de la doctrine nazie. Et très peu de temps après son arrivée au pouvoir, le chancelier Hitler avait complètement perçu tout ça, et bien sûr, le Bauhaus a été fermé d'autorité. Et on a exposé, au cours d'une manifestation qui a essaimé, qui a tourné dans le Reich jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin de la guerre, il y a eu une exposition dite de l'art dégénéré, Entartete Kunst, qui exhibait la peinture européenne que les nazis considéraient comme dégénérée, dans laquelle Feininger est très représenté, avec d'autres peintres de cette époque-là d'ailleurs. Et c'est vous dire qu'il n'y a pas du tout de hasard et que tout ça est parfaitement concerté. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine manière, la liberté de créer que prônait le Bauhaus, avec quel éclat quand on voit ce que ça a produit. Il y a encore beaucoup d'objets fabriqués par les élèves et les maîtres du Bauhaus, que ce soit des lampes, que ce soit des serrures, que ce soit des outils du quotidien qui sont constamment réédités. La lampe de Wangenfeld, par exemple, qui est classique absolu, on n'a jamais cessé de la fabriquer et de la vendre. Une lampe absolument magnifique. Donc tout ça va ensemble, c'est-à-dire que le Bauhaus, c'est évidemment, sans que ce soit dit comme ça, un outil de résistance au nazisme. Mais ils ne résisteront pas éternellement, puisque le Bauhaus sera dissous et que les membres de l'organisation, les membres de l'école, les professeurs, quitteront l'Allemagne pour beaucoup d'entre eux, partiront aux États-Unis, en Union soviétique, etc., etc. Et moi, cette globalité d'approche qui est celle de Gropius et du Bauhaus, et de Feininger, pour moi c'est pas ce que c'était, c'est une des réponses aux questions que me pose Geneviève, c'est-à-dire que c'est ce que je suis, et pourtant je ne parle pas l'allemand, mais il se trouve que l'univers germanique, la Weltanschauung germanique m'a toujours attiré, intéressé, que ce soit la musique, que ce soit la poésie, le cinéma, l'architecture, etc. Bon, c'est crucial et c'est fondamental. Je finirai sur une chose à propos de Feininger, c'est que, encore une fois, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, avait perçu ses talents, au point, encore une fois, d'en faire le premier professeur engagé dans l'école. Et pour lancer le Bauhaus, Gropius écrit un manifeste, un texte de dizaines de pages, une espèce de texte de propagande pour expliquer ce que va être cette école qui est très différente de ce qui existe à l'époque en Allemagne. Et pour rendre le document en question un peu agréable, il demande à Feininger un dessin, une illustration qui serait en quelque sorte symbolique de ce que va être cette école. Eh bien, cette gravure qui s'appelle la cathédrale, que j'ai fait reproduire en frontispice de mon livre sur Feininger, elle dit tout de l'art de Feininger. C'est une gravure, c'est donc pas du tout en couleur, etc. Mais Feininger se situe entre l'expressionnisme et le cubisme. Il a découvert le cubisme en France, il est venu plusieurs fois dans ce pays, le mien, et son art, à mon sens, mêle bien une certaine influence expressionniste dans le choix des couleurs très contrastées. Mais à part ça, ça ne ressemble pas du tout au tableau des grands expressionnistes, même s'ils sont contemporains et amis d'ailleurs. Il y a à la fois la violence des coloris propres aux expressionnistes chez Feininger, et en même temps la rigueur très architecturée du dessin cubiste. Et la gravure en question, je trouve, résume assez bien tout ça.
Alors nous arrivons presque au terme, je dois sauter plein de questions. Et je ne veux pas que vous partiez sans évoquer encore deux personnes. Figure marquante, celle de Jean-Pierre Vernant, né en 1914, grand spécialiste du siècle de Périclès, homme remarquable, résistant, ancien compagnon de route du Parti communiste et farouche partisan de la décolonisation. Vous le rencontrez, Olivier Barrault, à son domicile de Sèvres et un peu plus tard, devant la caméra de Francis Giraud dans l'émission Le siècle Vernant. Vernant s'exprime ainsi: « Dans une société telle que la nôtre, faite d'exhibition et d'indifférence, chacun prétend pouvoir mener sa barque comme il l'entend. Mais le sentiment de la dette demeure néanmoins chez un grand nombre de gens sous des formes variées. Germaine Tillion avait raison de dire récemment lors d'une émission télévisée que lorsque quelqu'un frappe à la porte, il y a ceux qui ouvrent et ceux qui n'ouvrent pas. Celui qui ouvre, c'est celui qui se sait en dette. » Ça m'a fait un peu penser à cette nuit dans un train, au milieu de mineurs polonais rapatriés, nuit au cœur de laquelle Saint-Exupéry rencontre Mozart endormi. Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux et il dormait. Il se retourna dans le sommeil et son visage m'apparut sous la veilleuse. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres et je me dis « Voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. » Et il ajoute « Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, c'est un peu dans chacun des hommes Mozart assassiné. » Pouvez-vous, Olivier Barrault, rapidement évoquer Vernant ? Jean-Pierre Vernant, c'est la personne la plus... C'est le plus grand homme, je ne dis pas ça par rapport aux femmes, c'est la personne humaine la plus achevée que j'ai connue de ma vie. C'est le plus grand homme que j'ai eu le bonheur de croiser, et plus que de croiser. Vous ne connaissez peut-être pas Jean-Pierre Vernant, qui était un philosophe et un historien. Vernant a complètement révolutionné les études grecques, la Grèce de Périclès, celle du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Il a relu, réétudié, notamment les mythes. L'un des grands ouvrages de Vernant, c'est Mythes et pensées chez les Grecs, il y en a plusieurs volumes, etc. C'est un très grand savant, formé par la philosophie, et qui a su, dans ses ouvrages, qui ne sont pas des ouvrages faciles, qui a su approcher la mythologie grecque en philosophe. Je n'ai pas les compétences pour aller au-delà de tout ça. J'ai lu du Vernant comme des tas d'autres gens, et il a écrit des livres de vulgarisation destinés à son petit-fils, et un en particulier que je me permets de recommander, qui s'appelle « L'univers, les dieux, les hommes », et qui est un livre de vulgarisation intelligente. Parler d'intelligence à propos de Vernant est une évidence, c'est trop peu. Cet homme Vernant a été professeur au Collège de France. C'est ce qui se fait mieux dans mon pays, le Collège de France. Il était aussi... Vernant est de ces gens qui ont été révulsés par la défaite face aux armées allemandes en juin 1940. Il a entendu le 17 juin 1940 le discours du chef de l'État de l'époque, le maréchal Pétain, annonçant qu'il allait demander dans l'honneur sikh
l'armistice au nazisme, aux nazis. Et Vernon a été de ces gens, il y en a eu une minorité, que cette annonce a non seulement scandalisé, mais révolté. On peut dire qu'il est entré en résistance le jour-là, le 17 juin 1940, le veille du 18 juin où un général de brigade à titre temporaire a donné ce discours fondateur à la radio de Londres, le discours du 18 juin du général de Gaulle. Vernon a été un résistant de tout premier ordre. Il a combattu les armes à la main, les nazis, dans le sud-ouest de la France. Il était le numéro 2 des mouvements de résistance dans cette partie de la France qui a, dans l'ensemble, beaucoup réagi. Et il a été fait par De Gaulle, lui militant communiste, il a été fait compagnon de la Libération. Vous le savez ou pas, mais le général avait créé, dès le début de la guerre, un ordre, l'ordre de la Libération, et la croix de la Libération était décernée par lui à ceux de ses compagnons qu'il avait rejoints et qui avaient brillé par leur héroïsme et leur courage. Il y a eu environ 1000, un tout petit peu plus, compagnons de la Libération. De Gaulle était un homme de droite. Il a eu maille à partir toujours avec les résistants communistes, mais néanmoins 5 d'entre eux, 5 résistants communistes, ont été créés, comme on dit, compagnons de la Libération, dont Jean-Pierre Vernon. Il y a un cas d'un professeur au Collège de France, compagnon de la Libération. Il y en a un, c'est lui. J'ai été l'ami de cet homme-là. C'est ma croix de la Libération à moi, ça. Avoir fréquenté, avoir été lié d'amitié avec quelqu'un d'aussi absolument humain, c'est, j'allais dire, ça me suffit. C'est l'intelligence, le savoir, la modestie absolue. L'idée de la justice et l'idée, comme l'a justement rappelé Geneviève, de la dette. La dette, c'est que enseigner, c'est rendre d'une certaine façon ce qu'on vous a donné, ce à quoi vous avez eu accès. Et de ce point de vue-là, l'enseignement nous amène à la première question que vous m'avez posée à propos du journalisme. Je ne suis pas mécontent qu'on y revienne par ce biais. Je m'empresse de vous dire que je ne me ridiculiserai pas à me rapprocher à titre personnel de Vernon, de par son œuvre, etc., par sa suprématie. On rappelait hier, Geneviève et moi, Geneviève est latiniste, et moi aussi j'ai fait du latin, je connais moins cette langue qu'elle, mais je citais cette formule extraordinaire du dramaturge latin Terence, qui dit quelque part « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Homo sum et nihil humani a me alienum puto ». Un peu de pédanterie ne nuira pas. Bon. Vernon, c'était ça. C'est la quintessence de ce qu'est le lait de la tendresse humaine, comme dit Shakespeare. C'était ça. En plus, un type gai, un type bienveillant, un homme généreux, disponible. J'ai eu c'est pas un privilège, c'est pas un mot qu'il aurait aimé. J'ai eu ce bonheur, oui, d'être lié à lui. Et encore une fois, je trouve que on dirait de ma modeste personne que ce que j'ai été, c'est un ami de Vernon, ça me suffit. Alors pour l'ultime question, l'impossible, dans son très bel ouvrage « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle », publié aux éditions Gallimard en 2016, Jean d'Ormesson ose cet aveu. « Rien n'est plus beau que ce monde passager, si cruel et si gai, éclairé et réchauffé par une étoile que nous appelons le soleil et où il y a de l'eau, des chèvres,
des montagnes, des histoires de guerre et des chagrins d'amour, des chiffres, des livres, des secrets, des passions, des idées soudain nouvelles qui éclatent comme des grenades et des rêves de jeunes filles. En dépit de tant de malheurs et de tant de chagrins, c'est un bonheur d'être né. Et ça m'a fait un peu penser à cette évocation, la vôtre, Olivier Barrault, de la Normandie, extraite de votre ouvrage « Je ne suis pas là ». L'éternité des boqueteaux, chemin creux entre pommiers et haies d'églantines, vaches ensommeillées, le gui dans les branches, les ombellifères sur le bord des routes, les petites maisons à colombages, odeur des temps, de mémoires intactes, la mousse, le lichen sur les murets de pierre, la toile ancienne orangée ou carmin posé sur le chêne des charpentes, les branches mortes de l'arbre à cidre. Oui, qu'est-ce qui a changé ici depuis toujours ? Une question me vient alors immédiatement à l'esprit. C'est pas mal ce que j'ai écrit. Pas mal. Je ne sais pas si j'aurais su deviner que c'était de moi. C'est de vous. C'est de vous. C'est assez ça. Sans doute, D'Ormesson s'est inspiré de vous. Oui. Alors, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que réussir sa vie? Mais un peu court. Le bonheur à Saint-Maurice. Ah. Allez voir. À l'issue de cette rencontre, j'aimerais du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Olivier Barrault, pour ce moment de partage. À la fin de votre ouvrage « L'ami posthume », vous évoquez avec beaucoup de délicatesse le caractère fugitif de la présence du comédien et vous dites « Le poème, le tableau, le roman, le drame et la comédie, l'œuvre d'art survivent parfois à leur créateur. La marque distincte de notre métier, c'est qu'avec l'éloignement définitif du comédien et du théâtre, s'éloigne aussi son œuvre faite de souffle et de chair. Cependant, plus sûrement que sur la cire du disque ou en tel ou tel enregistrement industriel, reste au cœur du spectateur l'écho le plus pur de sa voix, la résonance la plus juste de ce qu'il fut. Nulle mécanique, aucun objet de consommation culturelle ou autre ne pourra jamais remplacer cela. Ça m'a fait penser à ce propos de Gaëlios qui s'interroge devant l'énigmatique jeune fille assoupie de Vermeer, c'est ce tableau, et y trouve un écho troublant et inattendu au cœur de la ville de New York. Évoquant alors le peintre dans ce petit ouvrage que je vous offre en reconnaissance, elle écrit « Chez lui, le geste est suspendu pour l'éternité comme une longue apnée. C'est là le don le plus absolu que peut nous faire un artiste par-delà le temps, car les battements de cœur sont éternels comme le sont les vagues, l'océan, le vent, le ciel, les nuages et la course des étoiles. Ne serait-ce pas alors pour nous des voies idéales, échappées du temps passé, un peu semblables à celles des absents dont Constantin Cavafy, poète de cette Grèce que vous aimez tant, dit qu'elle parle dans les rêves et nous apporte un instant l'écho de la primordiale poésie de notre vie, comme dans la nuit une lointaine musique qui s'en va. Olivier Barrault, merci. Merci à vous.